Dans mon dernier live Patreon, j'ai eu le plaisir de recevoir Thierry, ancien franc-maçon et abonné de longue date. Nous y avons parlé des origines de la franc-maçonnerie, de son fonctionnement, de ses objectifs et de ses principes philosophiques. Pour ceux que ça intéresse, l'entretien est disponible gratuitement dans son intégralité. C'est sur ma page Patreon, le lien est dans la description. La question qui vient spontanément à l'esprit, c'est la franc-maçonnerie, c'est quoi? D'où ça vient? Par qui ça a été créé? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, alors, soyons clairs, la franc-maçonnerie est apparue au XVIIIe siècle, à Londres, en Angleterre. Et quand je dis XVIIIe siècle, c'est pas un hasard, parce qu'il faut vraiment l'associer à la philosophie des Lumières. Alors, à chaque fois, je ferai des ponts, hein, bien évidemment, c'est le but, avec la philosophie. Il faut vraiment l'associer à la philosophie des Lumières. Il faut se replacer dans le contexte historique, intellectuel de l'époque. Et il y a deux mots-clés qu'il faut retenir. C'est le mot humanisme et le mot libéralisme. OK. Mais attention, quand je dis le mot libéralisme, il faut pas l'entendre aujourd'hui néolibéralisme, mais en mode grand gourou des grands gourous de la Silicon Valley ou le néolibéralisme économique, pas du tout, hein. Il faut remonter aux origines du libéralisme, sur l'esprit libre, si tu veux. Et il y avait deux grandes préoccupations des élites intellectuelles à cette époque. La première, c'était l'humanisme, c'est-à-dire comment fonder ou comment bâtir un système politique, politico-philosophique, moral, pour l'homme, au service de l'homme et par l'homme. Donc voilà, fondé sur l'homme, donc premier point. Et deuxième point aussi, la préoccupation majeure de l'élite de l'époque, l'élite intellectuelle, politique et philosophique, bien évidemment, c'était comment mettre fin aux guerres de religion. Et Mmh. ça, c'est quand même, c'est ce que dit d'ailleurs Jean-Claude Michéa dans son Oui. Histoire du libéralisme, c'était vraiment la préoccupation majeure. Et du coup, des hommes, de différentes origines sociales et aussi, de différentes origines «religieuses» entre guillemets, mais de bonne volonté, qui avaient à la fois des aspirations humanistes et libérales au sens où je l'ai donné, c'est-à-dire, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté d'expression. Le concept de liberté très, très important en franc-maçonnerie, ont décidé de créer une confrérie pour, rassembler toutes ces personnes, et réfléchir ensemble à bâtir un nouvel édifice politico, socio, philosophique, si tu veux, pour, voilà, mettre fin à ces guerres de religion, ça c'est le premier point, et faire en sorte que l'homme, l'humanité des hommes puissent, bâtir eux-mêmes, leur propre cosmos, leur propre système et réfléchir à tout ça. Donc on est vraiment dans ce contexte, très important de l'autonomie de la raison, de la liberté, de l'esprit libre et de l'humanisme. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie, quand on dit ce que c'est, à quoi ça sert, ben, un franc-maçon quand il demande de frapper à la porte du temple, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est travailler au perfectionnement intellectuel, moral, politique, même matériel de l'humanité, aussi bien sur un plan individuel que sur un plan collectif. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que d'abord, il doit travailler sur son temple intérieur avant d'avoir la prétention de contribuer collectivement à l'édifice collectif qui est l'aspect, qui est le temple universel, voilà, qu'on va bâtir ensemble. Et voilà, c'est ce qui explique, qu'aujourd'hui, même dans une loge, là j'arrêterai là-dessus, hein, pour bien expliquer le contexte. Les premières loges, il y avait à la fois des catholiques, des protestants, des agnostiques, des matérialistes, des bourgeois, des gens du clergé éclairé, des aristocrates éclairés, même des roturiers, des gens de toutes les origines sociales qui avaient cet idéal en tête. Et 2 siècles plus tard, avec la mondialisation, dans ma loge mère, il y avait aussi des francs-maçons pour les mêmes raisons, musulmans, juifs, catholiques, protestants, agnostiques et matérialistes et athées comme moi. Et on travaillait pour cette même idée. Très bien. Bon, bah, c'est Voilà. intéressant parce que déjà, tu nous as dit énormément de choses qui permettent de remettre un peu les idées en place. Je vais me faire le relais de certaines idées qui courent, qui circulent autour de la franc-maçonnerie pour te poser directement la question et que tu me dises ce que tu en penses. Par exemple, pour certains, la franc-maçonnerie peut s'assimiler à une forme de religion. On expliquera dans le détail pourquoi certains pensent ça. Mais là, ce que tu nous expliques, c'est que la franc-maçonnerie est une confrérie, mais qu'elle n'est pas une religion
au sens où elle ne s'appuie pas sur un dogme, sur la nécessité d'une foi dans un créateur, etc. Est-ce que tu peux préciser un petit peu les choses? J'allais dire, en quoi doit croire le franc-maçon? En quoi ne doit-il pas croire? Ou est-ce que ma question n'a pas de sens? Il est parfaitement libre de croire ce qu'il veut. Je te propose de partir de Bergson, parce que Bergson, bon, entre autres, il n'est pas le seul, mais il l'a bien explicité. Il fait la distinction entre ce qu'on appelle la religion horizontale et la religion verticale. Et il faut partir de là pour bien comprendre ce que c'est qu'une confrérie maçonnique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par religion horizontale? Alors, étymologiquement, le mot religion signifie se relier, hein, relier les hommes entre eux. Alors, la religion, ce que disait Bergson, et je partage cet avis, hein, c'est que la religion horizontale, c'est c'est une union sociale, quoi. C'est des êtres humains, un collectif humain qui se réunit, pas forcément autour d'une divinité, mais autour d'une cause, voilà, qui peut être immanente comme transcendante. Mais bref, voilà, ils forment une communauté, on dit horizontale plutôt d'ordre social, mais collectif. On est dans un collectif humain. Et puis, il y a ce qu'on appelle la religion verticale. La religion verticale, c'est l'individu qui, lui, se relie, on va dire, à une entité transcendante. Alors, celle qui veut. Ça peut être plusieurs dieux dans une religion polythéiste, un seul dieu dans une religion monothéiste, et ou une autre entité transcendante. On parlera de celle des francs-maçons tout à l'heure. Mais ça, c'est, je dirais, la liaison verticale de l'individu avec, voilà, une entité dite transcendante. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est la différence qu'on peut faire entre christianisme et catholicisme, hein. On dit souvent qu'au départ, le christianisme, c'est plutôt une religion verticale, où le «chrétien» entre guillemets est en relation directe avec Dieu, et puis, tu as le catholicisme qui a été la religion sociale qui unissait tout, donc horizontale, tous les Oui. D'ailleurs, tous les catholique veut chrétiens. dire Voilà. universel. Voilà, religion universelle, catholique universelle. Voilà, donc et il faut bien faire ces distinctions entre verticale et OK. horizontale. Et puis aussi, il faut faire une autre distinction, c'est que dans les religions verticales, et ça c'est fondamental, tu l'as évoqué dans ta question, c'est que tu as 2 types de religions verticales. Tu as ce qu'on appelle les religions révélées, où une divinité ou une entité transcendante supérieure révèle une vérité à des êtres humains à laquelle il faut obéir, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une religion initiatique, où là on part pas du haut vers le bas, mais où on va tenter d'aller chercher de soi-même la vérité, se rapprocher de la vérité, de ce principe régulateur auquel on se lie, qui est cette fameuse entité transcendante. Eh ben, maintenant je vais répondre à ta question. La franc-maçonnerie, c'est une religion à la fois horizontale, puisque je l'ai dit tout à l'heure, elle relie à la fois des gens qui viennent de toutes les origines sociales. Donc voilà. Une religion verticale, mais surtout initiatique, où chaque franc-maçon, de lui-même, en s'aidant de ses frères, bien évidemment, va s'élever, on va dire spirituellement, pour essayer de se rapprocher d'une vérité qu'on ne lui a pas imposée dès le départ. Donc, comme tu l'as dit, il n'y a surtout pas de dogme. Mmh. Surtout pas. Et d'ailleurs, le grand architecte de l'univers, qui est, on va dire, l'entité transcendante, voilà, auquel le franc-maçon va se lier, entre guillemets, le franc-maçon, il peut y mettre ce qu'il veut. Voilà, pour le grand architecte de l'univers. C'est pas forcément le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs. Ça peut l'être, hein, pour un croyant musulman, un croyant juif, un croyant catholique. Mais pour moi, qui suis matérialiste athée, et puis je m'entendais très bien avec mes frères catholiques, protestants, juifs, musulmans dans la loge, eh bien pour moi, c'était autre chose. J'expliquerai peut-être tout à l'heure. Et si tu veux, on y mettait ce que l'on voulait. Voilà pourquoi on peut dire que c'est une religion horizontale, mais aussi verticale, mais surtout initiatique, qui est adogmatique. Le franc-maçon ne supporte pas le principe du dogme, quoi. Il est libre dans son cheminement vertical. Intéressant. Oui, donc, parce que là, on a presque affaire à un oxymore, une religion sans dogme, puisqu'on imagine toujours une religion basée sur un texte saint, qu'il faut suivre, auquel il faut obéir. Et effectivement, comme tu l'as bien précisé, cette idée de révélation qui s'impose aux hommes, c'est-à-dire que l'homme n'a finalement pas vraiment la possibilité d'exercer un esprit critique, et notamment à l'égard des textes. C'est-à-dire que si le croyant, le fidèle, ne comprend pas un texte, le problème ne vient pas du texte, il vient de sa mauvaise compréhension du texte. Et donc, c'est à l'individu de se conformer à ce qui lui est donné,
Tandis que là, tu parles d'une démarche initiatique, donc je vois presque l'image du prisonnier de la caverne qui finalement essaye de se hisser vers la lumière. Donc ça suppose aussi un travail de sa part qui est très différent de ce qu'on attend du fidèle dans une religion révélée. Et avant de passer à la suite, parce qu'on va revenir sur tout ça tout à l'heure, mais je sais que tu voudrais nous raconter un petit peu un exemple d'initiation que tu as vécu pour nous mettre un petit peu en immersion. Mais avant ça, pourquoi la franc-maçonnerie s'appelle la franc-maçonnerie? Parce que quand j'étais enfant et que j'entendais parler de franc-maçonnerie, pour moi, j'entendais maçonnerie, j'entendais des bâtisseurs. J'entendais, tu vois, des travailleurs du bâtiment. Et avec le temps, j'ai longtemps eu du mal, et je dirais même que jusqu'à aujourd'hui, je ne saisis pas exactement la signification de ce terme. Maçon et franc-maçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le choix de cette qualification? Alors, il y a 2 mots, comme tu l'as dit, il y a franc et maçon. On va commencer par maçon. Alors ça vient des bâtisseurs des cathédrales qui eux-mêmes, avaient leur propre confrérie au Moyen Âge, hein, il y avait même une loge à l'extérieur où ils avaient, les compagnons, hein, avaient leur propre, rituel et c'est ce qu'on appelait la maçonnerie opérative. C'est-à-dire que leur but, c'était de construire un édifice, religieux au service de Dieu. Voilà, hein, bon voilà, enfin je reprends l'esprit. Mais pour cela, ils utilisaient des outils concrets, des outils matériels, une équerre, un compas, un ciseau, un maillet pour, voilà, tailler des pierres carrées, mais réelles, matérielles quoi, hein et pour, voilà et dont le but était de servir Dieu. Qu'ont fait les francs-maçons? Alors on va enlever francs-maçons, mais les maçons du XVIIIe siècle, ils ont récupéré tous ces outils opératifs pour en faire des symboles. Mmh. Parce que le but, ce n'est plus de construire un édifice religieux matériel, concret, au service de Dieu, mais d'imaginer un édifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, politico-socio-philosophique, éthico-socio-philosophique, ce que tu veux, voilà, donc quelque chose qui n'est pas matériel, mais en utilisant ces symboles, parce qu'on travaille beaucoup sur le symbolisme en franc-maçonnerie, je le redirai tout à l'heure, pour arriver à cette fin. Donc les outils opératifs des maçons du Moyen Âge ont été récupérés en outils symboliques par les maçons du XVIIIe siècle et c'est comme ça qu'on dit qu'on passe d'une maçonnerie opérative à une maçonnerie spéculative. Donc voilà pour le mot maçon. Et maintenant pour le mot franc-maçon. Bah, comme je te l'ai dit, la franc-maçonnerie est née au XVIIIe siècle en Angleterre et c'était free mason, qui veut dire maçon libre. Très Et il bien, faut savoir qu'en langue francique, libre signifie franc. d'accord. Voilà, franc-maçon. Donc on est tous des pierres libres. Entre parenthèses, on retrouve ce concept de liberté. Voilà, encore une fois, hein, on est des pierres libres. C'est-à-dire que d'ailleurs, quand tu veux traduire véritablement le mot freemason, de l'anglais au français, c'est en fait, on est des maçons de pierre franche. Donc, chaque maçon est une pierre on doit travailler sur nous-mêmes, sur cette pierre. Voilà, donc une transformation, voilà, ésotérique, etc. On va en parler. On doit travailler sur nous-mêmes. On est cette pierre, mais de manière très autonome, hein, bien évidemment, puisqu'on est des libres maçons, des free maçons, francs maçons. Je sais pas si j'étais clair, Ah si si, ça te si, va. c'est très clair, et c'est évidemment que ça soulève énormément de questions et de réflexions sur, finalement l'analogie entre la construction matérielle et la construction spirituelle. Cette idée d'élévation, moi je pense immédiatement à l'image du temple, et cette idée de temple intérieur finalement. Je pense également, aux mathématiques, parce que tu as parlé de l'équerre et du compas qui sont des instruments, qu'on retrouve en géométrie, et la construction des cathédrales, bah, c'est finalement matérialiser, des figures géométriques. Donc il y a évidemment tout cet univers, tout cet imaginaire, des mathématiques, qui me vient à l'esprit. On va en parler, mais je crois qu'avant ça, tu voudrais relater une expérience que tu as vécue en franc-maçonnerie, et je pense que c'est important pour nos auditeurs, bah, qu'ils visualisent un petit peu à quoi ça ressemble, une initiation maçonnique. Parce qu'il y a énormément, d'idées, et de fantasmes dans, ce qu'il se passe dans les loges maçonniques, dans ce que vous y faites. Et ça peut parfois nourrir d'ailleurs des fantasmes, assez farfelus,
l'idée, par exemple, que vous livreriez à des sacrifices ou à des messes sataniques. Il y a vraiment tout cet imaginaire qu'on retrouve d'ailleurs dans certains films comme Eyes Wide Shut de Kubrick, hein, cette idée de quelque chose d'assez inquiétant. Bon, est-ce que tu pourrais nous dire si c'est effectivement ça qu'il se passe dans les loges et plus généralement, qu'est-ce que vous y faites? Pour écouter cet entretien dans son intégralité, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description.